Bonjour, bienvenue dans ce cours sur Symfony 3. Ce chapitre est consacré à quelques rappels sur PHP et dans cette première partie, nous allons revenir sur les différents types de classes qui sont disponibles en PHP 5. Nous verrons successivement des types qui sont bien connus, il n'y a pas d'originalité vraiment très grande en cette matière dans PHP 5, des classes abstraites et leur pendant les classes finales, les interfaces, des traits qui sont peut-être et une nouveauté apparue dans PHP 7 donc très récemment, les classes anonymes. Mais pour commencer, revenons sur quelques types de classes un peu particuliers en PHP et pas simplement en PHP d'ailleurs. Et je voudrais commencer par vous parler des classes abstraites, qui est une fonctionnalité très courante dans les langages à base de classes. Une classe abstraite donc est une classe qui peut engendrer des sous-classes, mais qui ne peut pas être instanciée. Qu'est-ce qu'une classe abstraite? Globalement, c'est, au moins en PHP, une classe qui se définit comme ayant au moins une méthode abstraite. Et donc, qu'est-ce qu'une méthode abstraite? Une méthode est dite abstraite à partir du moment où seul son nom et sa signature sont déclarés, comme vous le voyez dans l'extrait qui est dans cette diapo. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Voilà un petit exemple que j'ai construit très simple dans lequel j'ai, vous voyez, plusieurs classes qui sont définies. J'ai deux classes, livre et revue, ici, qui héritent d'une troisième classe qui s'appelle document. On a là une relation de hiérarchie classe sous classe tout à fait classique. Et vous voyez que dans ma classe livre, j'ai une date de publication ici. Un livre a une date de publication fixe, va-t-on dire. Et par contre, dans ma classe revue, je n'ai pas de date de publication. Celle-ci est déléguée à une autre classe qui s'appelle numéro. Et vous voyez que ma classe revue ici a comme propriété d'avoir un tableau de numéros qui contient la liste donc des numéros publiés. Donc je voudrais avoir une méthode qui me permette de savoir quelle est la date de publication d'un document. Or, si l'on voit que trouver la date de publication d'un livre est une chose extrêmement simple, il suffit de récupérer la valeur de la propriété ici. La date de publication d'une revue est quelque chose d'un peu plus problématique puisque on a le choix. Est-ce que l'on va récupérer la date de publication du premier numéro ou du dernier numéro publié ou autre chose? Et on voit ici très bien qu'on n'a pas de stratégie par défaut qui engloberait tous les cas possibles. Donc, la fonction date de publication ici qui est dans document ne convient pas, je ne peux pas lui associer un code qui marcherait dans tous les cas. Donc dans ce cas, je vais ici m'abstenir de déclarer un corps pour cette fonction et je vais déclarer cette fonction comme abstract. Cette méthode donc devient abstraite. Dans PHP, par contre-coup, je vais être obligé de déclarer la classe également comme abstraite. En déclarant la classe et la méthode abstraite, je suis maintenant obligé d'implémenter la méthode en question dans chacune des classes. Ici, donc, je vais devoir déclarer une nouvelle fonction, comme ça. Et ici, donc, pour les livres, cette fonction est très simple. Comme je vous le disais, il suffit de retourner la propriété date publication associée à mon objet. Pour les revues, je vais écrire quelque chose de simpliste.
Admettons que je veuille trouver la date de publication du dernier numéro. Eh bien, donc, je vais devoir retourner la valeur contenue dans l'index 0, admettons, de mon tableau numéro. Voilà. Il faudrait évidemment que je teste que ma liste de numéros n'est pas vide, sans quoi ça engendrerait une erreur. Et maintenant, je vais ici créer des instances de mes entités. Et je peux éventuellement aussi les afficher. Voilà, $livre, et je vais ici, donc, $revue. Voilà. Donc si je prends maintenant tout ce code et que je viens le coller dans un interpréteur PHP, ici j'utilise, vous voyez, un interpréteur en ligne qui s'appelle PHP Fiddle. Normalement, si j'exécute ce code, j'ai bien mes deux objets ici qui sont créés et mon code est correct. Pour la démonstration, si j'enlevais de ma classe revue ici la définition de la méthode datePublication, à ce moment-là, PHP va me le signaler en disant que il est obligatoire que la méthode ici datePublication définie dans la classe document soit implémentée dans la sous-classe revue. Une autre cause d'erreur, ça peut être la différence de signature entre les fonctions. Admettons qu'ici, je veuille définir cette méthode pour trouver la date particulière de publication d'un numéro donné de ma revue. Si je fais ça et que j'exécute le code, j'ai de nouveau une erreur de PHP qui m'indique que la signature des deux méthodes entre la classe document et la classe revue sont incompatibles. Donc, pour que tout soit correct, je dois non seulement implémenter les fonctions, mais aussi leur donner la même signature. Voilà donc comment fonctionnent les classes abstraites. Donc, une classe abstraite peut contenir tout ce que vous voulez, des constantes, voilà. Je mets par exemple quelque chose comme ça, peut contenir des variables, $x. Une classe abstraite peut contenir aussi des méthodes concrètes, donc c'est une extension, on va dire, de la notion de classe, de superclasse. Une classe abstraite est donc, pour résumer, une classe qui peut engendrer des sous-classes, mais pas d'instances. A contrario, il existe des classes qui peuvent engendrer des instances, mais pas de sous-classes. On appelle, dans ce cas-là, ces classes des classes finales, et on les signale dans PHP par le mot-clé final. Si je déclare ma classe numéro comme final, et bien maintenant, cette classe n'est plus en capacité de pouvoir être spécialisée dans des sous-classes. C'est donc une bonne pratique de déclarer des classes abstraites et finales en dehors de la hiérarchie traditionnelle des classes, puisqu'elles permettent, quand on relit le code, de savoir si une classe est réellement utilisée en tant que telle dans le code de l'application,
pour les classes abstraites par exemple, et elles permettent également de savoir si telle classe est une classe définitive en quelque sorte, une classe minimale pour les classes finales, et si on peut s'en servir telle quelle. Voilà donc pour les classes abstraites. D'autres classes que l'on trouve en PHP 5, ce sont les interfaces qui sont un peu particulières en ce sens qu'elles ne font que spécifier des méthodes qui devront être implémentées dans d'autres classes. Une interface se déclare par le mot-clé interface, ici, vous voyez, et la classe qui implémentera les méthodes définies dans l'interface y a recours par le mot-clé ici implements. Voyons donc comment cela fonctionne concrètement. Ici, j'ai défini une classe que j'appelle personne qui va me servir dans mon application, et j'ai deux autres classes. Une classe user qui est chargée de gérer toute la sécurité et l'accès au système pour des utilisateurs, et puis une classe emprunt qui, comme nous sommes dans une médiathèque, va me servir pour gérer toutes les fonctions liées à l'emprunt des livres et à l'accès aux services rendus par la médiathèque. Et ces deux classes, qui sont des classes du noyau de l'application, sont spécifiées formellement par des interfaces ici, vous voyez, User Interface et Emprunt Interface, qui me permettent de présenter à un développeur un certain nombre de fonctions requises pour que ces classes fonctionnent. Dans User Interface, j'ai juste déclaré donc la fonction login, et dans Emprunt Interface, j'ai déclaré une fonction à emprunter qui me permet de savoir si telle personne a emprunté tel livre, par exemple. Ce que je voudrais, c'est maintenant utiliser ma classe personne ici en lieu et place des classes emprunt et user. Donc mes personnes finalement soient une classe qui englobe toutes les possibilités de ces autres classes. J'aurais pu évidemment faire une extension, j'aurais pu dire que la classe personne est une sous-classe de user, mais PHP étant un langage à héritage simple, du coup, je ne voulais plus hériter de la classe emprunt. Et puis, ma classe personne, en fait, je veux qu'elle soit indépendante de la classe user et de la classe emprunt. Elle a ses logiques propres, et donc je ne souhaite pas qu'elle soit attachée comme ça, de manière relativement rigide, à une hiérarchie de classes. Donc les interfaces servent à ça. D'une part, vous voyez ici, je peux déclarer autant d'interfaces que je le souhaite, et maintenant que j'ai déclaré que ma classe personne implémentait ces interfaces, je vais devoir écrire les fonctions qui sont déclarées ici. Cela me donne donc une possibilité de couplage à la fois plus faible que dans la hiérarchie classe-sous-classe, et en même temps qui me permet de valider qu'une classe que je veux utiliser respecte les spécifications de l'application. C'est donc, si vous voulez, quelque chose qui ressemble à une définition d'API, c'est-à-dire que les interfaces que j'ai dans mon application sont l'équivalent de définition d'API que je souhaiterais utiliser. Si je prends ce code et que je le transporte dans mon interpréteur, et que je lui dis que j'ai une variable qui est une nouvelle personne, voilà, et que je lui demande d'afficher cette personne, normalement, le code ici fonctionne correctement
j'ai bien une personne qui a un nom et un prénom. Vous voyez que je n'ai pas d'héritage ici, c'est-à-dire que si je reviens sur mon code, les identifiants de la classe user ainsi que les propriétés de la classe emprunt ne sont pas répercutés dans la classe personne. Donc il n'y a pas de relation hiérarchique. Ça veut dire que je vais devoir de nouveau déclarer ici les propriétés que je souhaite utiliser et qui sont donc aussi indispensables pour le fonctionnement des méthodes des interfaces. Voilà, maintenant j'ai toutes mes propriétés qui sont reconnues. J'ai ici une méthode qui est propre à ma classe personne et ici j'ai les fonctions que je dois implémenter. Admettons que je les enlève. Si j'exécute le code, PHP va me dire maintenant que la classe personne, vous voyez, contient deux méthodes abstraites et que celles-ci doivent être implémentées. Il y a donc une validation du code par le biais des interfaces et ça c'est très intéressant. Voilà. De la même manière que les classes abstraites, évidemment, les méthodes implémentées doivent avoir la même signature que les méthodes déclarées dans les interfaces. Les interfaces elles-mêmes, mais ça n'est pas nécessairement une très bonne pratique, peuvent être spécialisées. Je pourrais très bien déclarer ici une interface emprunt spécialisée, emprunt par exemple vidéo, interface, et qui viendrait étendre, alors là je fais des erreurs d'orthographe, excusez-moi, qui viendrait étendre la fonction, ou pardon, la classe emprunt interface. Voilà, je crois que là c'est bon. Et donc il y a quelquefois des raisons de faire ce genre de choses, mais ce n'est pas toujours une bonne pratique. Voilà donc pour les interfaces décrites de manière assez rapide. Dernier type de classe dont nous parlerons aujourd'hui, les traits, qui sont une manière pour PHP de s'affranchir de l'héritage simple et de proposer une version pas tout à fait complète, d'ailleurs loin de là, de l'héritage multiple qu'on trouve dans certains langages de programmation. Les traits sont des classes PHP tout à fait standards qui peuvent contenir tout ce que vous souhaitez, des propriétés, des constantes, des méthodes, et sont donc un moyen de pouvoir modulariser le code en package fonctionnel comme ça, et de pouvoir réutiliser ces packages dans des contextes très différents. Un trait est déclaré par le mot-clé trait, ici vous voyez, et les traits sont ensuite intégrés dans les classes au travers de la directive use. Un petit exemple, ici j'ai une classe que j'ai appelée myHelloWorld et dont le but tout à fait simpliste est d'afficher un message Hello World. Et plutôt que de faire ça à l'intérieur de la classe, j'ai décidé d'importer des traits ici. Vous voyez que je peux agréger autant de traits que je le veux en séparant par des virgules leur nom dans la directive use. Et mes deux traits, en l'occurrence, définissent chacun une méthode sayHello, sayWorld qui va afficher une partie du message. Une fois intégrées dans ma classe myHelloWorld, les méthodes des traits sont reconnues par les objets exactement comme les méthodes intrinsèques de la classe myHelloWorld. Donc tout cela fonctionne très simplement. Si je transporte ce code dans mon interpréteur
PHP et que j'exécute, j'ai bien le message ici que j'attends. Donc tout cela est très direct, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les traits, sauf à considérer qu'évidemment il peut y avoir un certain nombre de conflits de nommage entre traits d'une part, et entre les traits et la hiérarchie de classes et de superclasses de la classe hôte, ici en l'occurrence MyHelloWorld. Si je déclare dans deux traits différents une fonction qui a le même nom, évidemment, dans ce cas-là, PHP va me déclarer une erreur à la compilation en me disant que, vous voyez, la méthode SayWorld ici a été déclarée plusieurs fois et que donc il y a des collisions entre les traits. Donc on ne peut, il faut faire attention à bien nommer les classes et les méthodes, ce qui est un problème dont nous allons reparler peu après. Par ailleurs, admettons que ma classe MyHelloWorld ici hérite d'une classe plus générale que j'ai appelée HelloWorld. Ici, cette classe, vous voyez, a une fonction qui elle-même s'appelle SayWorld, qui affiche Mundo à la place de World. Donc, j'ai d'une part ici une superclasse et un trait qui ont la même méthode. Dans ce cas, vous l'avez vu tout à l'heure, puisque je n'ai rien changé depuis, le trait va surcharger la classe parente. C'est que donc la fonction SayWorld de la classe HelloWorld va être surchargée, donc remplacée par la classe SayWorld de la classe World. Maintenant, je peux aussi choisir de définir ma méthode SayWorld à l'intérieur même de la classe MyHelloWorld. Dans ce cas, si je réexécute le code, vous voyez que la méthode définie à l'intérieur de la classe vient elle-même surcharger la méthode définie dans le trait. Ainsi, vous voyez qu'il s'établit une hiérarchie de précédence entre les méthodes. La méthode la plus prioritaire est celle qui est définie dans la classe elle-même. Ensuite viennent les méthodes définies dans les traits importés dans la classe. Et ensuite, enfin, viennent de manière la moins prioritaire les classes définies dans la hiérarchie des superclasses de la classe que je considère. Voilà donc pour les traits. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce point. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus dans le détail, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Il existe d'autres choses dont je ne vais pas parler parce qu'elles sont définies elles ont été définies de manière très récente, comme les classes anonymes par exemple, qui sont introduites en PHP 7 et qui donc pour le coup ne sont pas encore vraiment fonctionnelles. Voilà donc pour les classes qu'on utilise de manière très courante dans PHP 5. Voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Dans cette séquence, nous avons abordé les différents types de classes disponibles en PHP 5 et notamment au-dessus de la version 5.3, les classes abstraites, les classes finales, les interfaces, les traits et maintenant, bien que ce ne soit pas encore complètement généralisé, les classes anonymes. Et pour continuer avec PHP, dans la prochaine session, je ferai là aussi un panorama très rapide des méthodes magiques. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.